C'est une équipe de coupeurs de tête. Après le meilleur joueur du monde l'année dernière, les Wolves ont sorti cette saison des mythes de notre génération. LeBron James et Luka Doncic au premier tour, Jimmy Butler et Draymond Green au second. Et si Anthony Edwards était le Highlander des années 2020 ? On verra s'il a pris la force de ses victimes, mais voilà 2 années consécutives qu'il se retrouve en finale NBA dans une carrière qui ressemble de plus en plus à une prise de pouvoir. Reste à sortir le plus gros morceau, le OKC Thunder, mené par le plus fort des immortels. Anthony Edwards conclura-t-il cette saison de la plus belle des manières ? Sera-t-il le Duncan MacLeod de la NBA ? Nous en saurons un peu plus d'ici 2 semaines. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la finale de la conférence Ouest. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, nous voilà donc arrivés aux finales de la conférence Ouest, qui sont probablement une finale un peu inattendue, alors même si certains l'avaient mis dans leur bracket, cette finale de conférence Ouest entre les Wolves et OKC, mais à minima, je pense que pas grand monde n'avait les Wolves dans son bracket. Et je dois bien dire que les équipes de QI Basket sont un peu en dépression, vu les équipes qui ont gagné et perdu. On avait pas mal de gens qui étaient pour les Clippers, ils ont sauté. On avait pas mal de gens qui étaient pour les Lakers, ils ont sauté. Et on avait aussi, parce qu'on a, c'est même pas toute une équipe, là c'est un gang, le gang des fans de Denver, qui aussi est déçu puisqu'ils ont sauté. Et bien évidemment, on est avec Jérém pour parler de cette finale de conf. Salut Jérém, comment ça va ? Bah, pas très bien, bizarrement. Eh ouais, c'est ton tour. Ouais, comme on disait, la manière, elle est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, j'y ai pas cru de la série, mais quand tu prends le Game 6 comme ça, tu commences à y croire, en fait. C'est plus fort que toi. Bah, je T'as comprends. envie d'y croire. Tu te dis là, c'est sur un match, ça se joue. Et bon, bah, le résultat, il est sévère quand même, Il est un peu raide, Ce ouais. Game 7, il passe pas bien, ouais, il passe pas bien. On avait lancé un débat avec Paul hier soir. Est-ce que c'est pire de perdre un match 7 comme ça ou de le perdre, tu vois, sur un fil, sur un tir au buzzer Moi, j'ai pas trop de doute. Je pense que c'est mieux de le perdre comme ça que de le perdre sur un fil. Au moins, tu te dis, il y avait rien à faire, quoi. Ah, disons que je préfère ça qu'être un fan des Sixers en 2019. Ah bah, Voilà. clairement. Maintenant que j'ai eu cette image qui arrivait là, effectivement, je pense que le tir de Kawhi, c'est un traumatisme que tu gardes à vie. Mais quand même, entre le perdre de 10 points et le perdre de 40, je pense que j'aurais fait le perdre de 10 points. Tu vois. Et en plus, ça vous aurait permis de retrouver, d'avoir une revanche, de retrouver une équipe que t'adores. Les Wolves, qui sont un peu votre némésis, mais ça sera donc pas vous, ça sera OKC pour le coup. C'est ça. Et en vrai, je leur laisse volontiers parce que c'est comme j'avais écrit avant les playoffs, pour moi, les Ouais. Wolves, c'était une des équipes à surveiller. Je voyais presque. Je l'ai pas vraiment su, mais les Wolves comme la deuxième meilleure équipe de l'Ouest. En tout cas, la plus Ok. dangereuse parce qu'elle était la plus adaptée à plein de match-up et que. Ok, il y avait ce truc de bon, Julius Randle comme seconde option, c'est pas incroyable, mais je trouvais qu'ils étaient très bons défensivement et qu'ils avaient un pop-up offensif, tu vois, qui était assez intéressant. Et j'étais très content de les éviter au premier tour, mais c'est vrai que ça voulait dire tomber du côté d'OKC, et ça c'était moins cool. Et oui, mais OKC va découvrir la dure loi de rencontrer les Wolves, parce que pour tout fan, visiblement, rencontrer les Wolves, c'est un traumatisme d'avant-guerre. Parce qu'avant même de les affronter, t'es un peu traumatisé, tu te dis « Oh putain, non, pas eux, s'il vous plaît ». Et cette fois-ci, ils arrivent pour le coup en finale de conférence, assez frais, ce qui était Ouais. la différence avec l'année dernière. Et en fait, si tu prends les dernières séries des Wolves où ils sont pas cramés, et ben ils sont quand même toujours compétitifs, pour le coup. Ah, disons que c'est un peu comme OKC, quand tu as une défense de ce niveau-là, tu sais que tu vas poser des problèmes. C'est pour ça que je pense que la différence entre OKC et deux équipes, c'est que je pense qu'ils stressent moins de l'affrontement parce que c'est quand même une équipe à 68 victoires sur la saison régulière et que tu es sur une équipe all-time défensivement aussi. Mais le fait est que en face il y a des armes et tu sais que ça va être une série qui va être éreintante dans tous les cas parce que c'est des mecs qui sont longs, ils sont athlétiques, ils sont costauds, enfin c'est top quoi. Ouais, tout à fait, et c'est bien le but justement de rentrer un peu dans le détail de ces match-ups, et c'est pour ça qu'on vous fait cette preview. On va reprendre la formule que vous connaissez pour les previews qui sont après le premier tour. Dans un premier temps, on va revenir sur les enseignements de la série précédente,
ça sera probablement pas hyper long. Le but, parce que ce sera pas hyper long, pourquoi ? Parce que déjà côté OKC, on vous a quand même déjà fait 2 podcasts, mais on va quand même en reparler un petit peu. Et puis que côté Wolves, malheureusement, ils ont joué une équipe qui était décimée. Donc on ira, je pense, relativement rapidement finalement dans la match-up et dans ce qu'on veut voir dans la match-up. Et puis on terminera évidemment avec le prono. Mais avant ça, on se fait le petit coup d'œil dans le rétro, Jérém. Je te laisse la main en premier. Alors du coup, qu'a-t-on vu avec OKC et qu'a-t-on appris d'OKC au tour précédent ? Alors elle est paradoxale cette demi-finale de conf entre les deux équipes parce que si tu regardes les statistiques, tu te dis waouh, le Thunder a dominé la série, ils ont roulé sur les Nuggets. Si tu regardes le chiffre qui est généralement important dans ce cas-là, hein, c'est le net rating, donc la différence entre ton niveau offensif rattaché à 100 possessions et le niveau défensif, t'es à plus 10 sur la série. Donc tu te dis bah le Thunder a roulé sur la série. Puis tu regardes, il y a 7 matchs et en fait, oui, malgré leur domination globale, malgré le fait qu'ils aient dû passer à peu près 80 ou 85% de la série en tête, ils ont perdu 3 matchs et je pense que ça, on peut le rattacher à quelques éléments. Déjà, le premier, c'est que le Thunder a perdu des matchs un peu bêtes dans le clutch, dans le début de série. Ils ont très mal géré le Game 1, qu'ils avaient pourtant bien en main. Ils ont mal géré le Game 3, qu'ils avaient pourtant bien en main. Et ils ont réussi à se rattraper plus tard parce que la série aurait même pu leur échapper, parce que dans le Game 4, ils étaient encore dos au mur. Donc ils ont réussi à devenir clutch dans le Game 4 et 5, mais mine de rien, ces fins de match mal maîtrisés en début de série leur a mis un peu la tête sous l'eau parce qu'ils se sont retrouvés menés. Euh, Parmi les raisons qu'on peut trouver derrière ça, déjà, pour moi, il y a le niveau offensif des secondes et troisième options. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté un Chet Holmgren qui était, toi, dans le volume de responsabilité pris, je trouve, insuffisant, qui en plus était maladroit, donc il n'arrivait pas vraiment à sanctionner à longue distance, hein. Je crois que sur la série, je l'ai noté, ouais, il a 22% à 3 points, donc c'est vraiment très limite pour un big qui peut stretch. Et puis surtout, il y avait Jalen Williams qui a eu 2 gros matchs dans la série, mais qui en a eu 4-5 autres qui étaient vraiment pas terribles. Et du coup, ça faisait que l'attaque globale du Thunder, qui était maladroite déjà à 3 points, et c'était le cas des deux équipes d'ailleurs, avait du mal, mais en plus, quand tes deux options derrière ta star, on piétine un peu, bah, ça peut devenir compliqué. Et en fait, Denver a réussi à un moment donné à transformer cette série en grosse série défensive où vraiment les défenses avaient pris le pas sur les attaques. Et heureusement, OKC a réussi un peu à trouver des solutions, à maîtriser un peu cette zone qui les a beaucoup embêtés en début de série. Et finalement, je pense que c'est quand même un bon apprentissage pour eux parce que cette zone qui aurait pu être un problème plus tard dans la campagne de playoff, ils ont appris à y répondre. Et à partir du Game 5, c'était déjà mieux. Et puis vraiment dans le Game 7, ils l'ont complètement fait exploser. La santé des Nuggets n'aidant pas, mais ils ont réussi à la faire exploser. Voilà. Donc globalement, une série qui était quand même offensivement compliquée, même si quand tu regardes les stats encore, OKC s'en sort plutôt pas mal, hein. Mais l'adresse à 3 points, qui avait déjà été un problème contre Dallas l'année dernière, a quand même bien handicapé le Thunder, hein, parce qu'il tire à 32% sur l'ensemble de ce tour-là. Ouais, je trouve que le premier point effectivement qu'on peut avoir à noter sur cette série de la part de OKC, c'est effectivement les difficultés qu'ils ont eues sur l'attaque de mi-terrain. Contre une défense assez faible en plus pour le coup, en tout cas individuellement assez faible, on reviendra dessus, mais collectivement c'est vrai que Denver a su proposer des choses et on reviendra dessus, mais individuellement assez faible, et ils ont eu du mal pour 2 choses selon moi. La première, c'est que leur 5-out n'est pas encore suffisamment bon pour qu'ils soient totalement respectés en playoff. Ils avaient eu le même problème contre Dallas l'année dernière, et tu as parlé de Chet, c'est un bon exemple. En fait, Chet n'est pas respecté. Donc les séquences où ils essayent de sauver leur spacing en mettant Chet en sac, et bah de toute façon, en fait, l'attaque en face va le laisser tout seul. La défense en face, pardon, va le laisser tout seul. Ce qui les a d'ailleurs poussés, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dans le match 7, à un moment donné, à même jouer sans pivot. C'est presque Shai qui jouait 5. C'était très très étonnant. Mais parce que Degno avait besoin d'un peu optimiser leur attaque pour pouvoir mettre des tirs. Et je pense que pour moi, ils ont une deuxième difficulté sur l'attaque de mi-terrain. Et d'ailleurs, ce serait presque un sujet que j'aimerais faire en article, c'est que ils n'ont pas de joueur qui est capable de faire un peu de bully ball, tu vois. Et je trouve que dans cette campagne de playoff où les défenses sont aussi attentives à bloquer la raquette, eh ben, je trouve que ces équipes qui soit n'ont pas un très très fort joueur de mi-distance, mais Shai en est un, mais surtout un mec qui est capable de faire un peu de bully ball, c'est-à-dire de forcer l'accès à la raquette malgré tout, et ben ils l'ont pas en fait. Ok, si on s'en rend compte, et du coup ça a conclu sur pas mal de mi-distance, et par moments c'était efficace, et à d'autres moments ça l'était moins. T'as beaucoup parlé de l'option 2 et 3 qui était un peu dysfonctionnelle. Moi j'ai trouvé que Shai pendant une partie de la série aussi a été dysfonctionnel, ça s'est bien terminé, mais il y a au moins 2 matchs
pour moi, il a une grande part de responsabilité dans la difficulté qu'ils ont. Mm. Et je sais pas ce que toi t'as pensé globalement de la série Chai. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais moi je l'ai Mm. pas trouvé spécialement rassurante sa série. Et un peu dans le prolongement de ce qu'on voit en playoff depuis 2 ans, qui est que c'est pas un joueur implacable en fait. C'est un joueur un peu à haut et bas dans une série de playoffs. Et contre Dallas, où il avait été plutôt pas mauvais l'année dernière, mais ça avait pas suffi, tu vois, d'être un peu Ouais. trop haut et bas. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait, j'ai l'impression que depuis 2 ans aussi, on revoit les défenses qui vraiment arrivent dans des séries à prendre le pas sur l'attaque. Et en fait, je trouve que ça a impacté toutes les superstars. C'est-à-dire que il y en a sur qui on l'oublie plus facilement que d'autres, mais Anthony Edwards qui va arriver en face, il a eu des matchs sans. L'année dernière, contre Denver, il gagne des matchs où Anthony Edwards est à 10-12 points dans le match. Euh, Ça a Mm. été le cas de Nikola Jokic dans cette série, qui est peut-être le joueur le plus implacable de la NBA. On a vu Jason Tatum côté Celtics, qui était vraiment dans le mal dans les 2 premiers matchs de la série. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le lot de toutes les superstars et que maintenant qu'on a un peu solvé le spacing, bah, finalement, ouais, la série de chats, elle est plutôt bonne dans l'ensemble. Il y a eu des matchs non maîtrisés, il y a eu des clutches où il en a trop fait, il y a eu des clutches où il en a peut-être trop fait aussi parce qu'il voyait qu'à côté ça répondait pas, mais au global, moi je trouve sa série plutôt très bonne quand même. Il y en a un seul qui arrive un peu toujours, et pour le coup il est encore en lice, qui arrive un peu toujours à s'en sortir malgré les défenses proposées. Ouais, c'est Jalen Brunson. C'est Jalen Brunson. Ouais, c'est Jalen Brunson qui est un peu le dernier joueur qui arrive à pour le coup, toujours apporter ses 20-25 points, quoi qu'il arrive, à être impactant. On attend de le voir éventuellement face à OKC pour voir si c'est toujours le cas. Alors, oh bah, ça va, il était quand même contre la défense de Boston, c'est pas non plus la pire défense de la ligue. Tu vois, D'accord. Mais ça va c'est quand quoi. même, je trouve que c'est quand même moins sauvage, quoi. C'est plus maîtrisé, mais c'est moins brutal, j'ai Je l'impression. je suis d'accord, mais Shai n'était que contre la défense de Denver pour reprendre le cas d'OKC et malgré tout il a quand même connu cet aspect-là. Mais tu l'as dit, c'est vrai que les défenses sont désormais assez polyvalentes et proposent beaucoup de choses différentes. Et on se le disait avant, mais je trouve que c'est important aussi de le pointer. OKC en fait a tellement d'atouts, a tellement de force en fait dans son jeu. Je pense notamment à son attaque, qu'elle a obligé Denver à sortir assez tôt dans la série des arguments qui venaient contrer ce que proposait OKC. Et tu vois, le truc des zones, et ben finalement, ils ont été obligés de le sortir hyper tôt dès le match 2, alors que tu aurais peut-être aimé la sortir un peu plus tard dans la série pour que l'équipe d'en face ne s'adapte pas, parce que c'est toujours la même chose. Le problème des zones, c'est que c'est quelque chose qui va venir casser une attaque, mais c'est pas implacable une zone. Pour le coup, ça se casse en fait, pour le coup. Ouais. Mais par contre, ça peut casser une attaque et ils l'ont sorti sans doute un peu tôt. Mais c'est un truc donc qu'il faut retenir avec OKC, c'est que tous leurs arguments, et bah t'es obligé de assez vite sortir tes atouts quoi. Bah, on le disait, en fait, c'est effectivement une force en playoff d'avoir, entre guillemets, des tricks, voilà, des arguments que tu peux faire valoir en cours de série, des ajustements, mais une des difficultés à affronter une équipe all-time, c'est qu'en fait, t'as pas trop de temps pour les sortir, il faut que tu les joues d'entrée, et c'est ce que Denver a fait, et c'est ce qu'il devait faire, parce qu'en fait, si tu laissais OKC prendre 2 matchs d'avance et gagner ces 2 matchs à domicile, a priori, tu pouvais te dire que ça allait être dur d'aller en prendre 2-3 sur les 4 derniers matchs de la série. Donc Denver a fait ce qu'il fallait, ça a failli fonctionner parce que s'ils prenaient le game 4, ils se retrouvaient à 3-1 et ils étaient pas loin de prendre le game 4 sans un clutch désastreux de leur part pour le coup. Et voilà, et effectivement, OKC a une défense, je pense, qui est absolument all-time. L'année dernière, on parlait de la défense all-time des Wolves, mais là, celle de Thunder, je trouve qu'elle passe encore un cran au-dessus. Et d'ailleurs, ça s'est vu notamment sur ce qu'ils ont infligé à Nikola Jokic, parce que ça faisait partie des points que je voulais aborder. C'est la série la plus dure de sa carrière. Ils ont à la fois les intérieurs, comme avaient les Wolves l'année dernière, qui peuvent te permettre de faire du roaming et donc de vraiment bien protéger ton cercle. Et à côté de ça, ils ont une panoplie de défenseurs extérieurs, que ce soit sur les lignes arrières ou les ailiers, qui est absolument démoniaque. Et c'est vrai que ça va être un challenge pour n'importe qui. Et ça, c'est une valeur sûre qu'ils vont emporter avec eux. Oui, et puis ils ont une telle polyvalence sur leurs défenseurs extérieurs que là tu as eu une série où en fait les points à défendre c'était un pivot lourd et un meneur de jeu. Donc Lou Dort a été peut-être un peu moins mobilisé. On a beaucoup vu Caruso et Cason Wallace pour le coup être mobilisés. Ce serait pas étonnant que dans la suite de leur parcours de playoff, maintenant qu'ils sont plutôt sur un ailier, et qu'on revoit pas mal de Lou Dort, qui pour le coup peut être envoyé sur Anthony Edwards, enfin on reviendra après dessus, mais c'est vrai qu'ils ont à la fois un plan de jeu hyper agressif et une telle profondeur qui leur permet d'être encore plus agressifs parce qu'ils sont pas très inquiétés par les fautes, et au bout d'un moment ils sont très impactants. Et effectivement ça a été assez compliqué pour Jokic. Moi je trouve qu'il y a un dernier enseignement quand même de cette série côté OKC sans aller non plus...
Enfin, je sais pas si t'en as d'autres, mais sans aller dans l'hyper détail, parce qu'une fois de plus, vous avez 2 podcasts qui vous permettent d'en savoir plus. Et si vous les avez déjà écoutés, on va pas faire trop de redites. Mais moi, je trouve quand même que je sors de cette série avec une information qui me paraît importante. C'est que OKC est encore une équipe comme l'était l'année dernière qui ne gère pas très bien ses temps forts et qui ne gère pas très bien ses temps faibles. En fait, c'est une équipe extrêmement forte avec énormément d'options. Mais comme elle est composée de joueurs qui sont encore en construction, eh ben, ça manque un peu de finition, mais au sens, pas aux finitions au cercle, hein, au sens presque artisanal du terme. Ça manque un peu de finition. Si tu as encore un peu trop de joueurs qui sont encore en train de construire un peu leur jeu et qui du coup n'ont pas encore des arguments implacables à tout moment, ce qui te permet à l'inverse par exemple de Denver qui est très très fort là-dessus, de maximiser tes temps forts et de minimiser tes temps faibles. Et je trouve qu'un très très bon exemple de tout ça, je trouve qu'il y a un joueur qui symbolise très bien cet élément-là côté OKC, c'est J-Dub. C'est J-Dub qui est capable de passages incroyables, mais qui parfois se perd un peu en attaque et du coup peut casser un temps fort, ou parfois à l'inverse se perd un peu en attaque et peut renforcer un temps faible, quoi, pour le coup. Ouais. Et puis je pense qu'il y a quand même une réalité aussi, c'est qu'au-delà d'avoir des joueurs qui sont effectivement pas finis, et ça, bah, quand t'as l'équipe la plus jeune de la ligue, c'est à peu près normal, c'est qu'en fait, t'es une équipe qui est all-time parce que t'es à un niveau défensif comme rarement on en a vu, mais en fait, ton attaque, qui elle aussi est entre guillemets élite, elle se nourrit beaucoup de ta défense. Et par contre, quand tu n'y arrives pas à faire de la transition à outrance, comme ils ont pu le faire dans le Game 7, et où là c'est absolument inarrêtable, bah sur demi-terrain, il y a des difficultés. Et à l'inverse, d'équipes vraiment historiques, comme bah, dans l'ère un peu précédente qui était la Warriors Era, où là on avait une équipe qui était élite des deux côtés du terrain, avec particulièrement l'attaque, bah en fait là tu avais beaucoup moins de risques d'avoir un peu des engrenages négatifs comme eux ont. Et c'est clair qu'un des enseignements, c'est que le Thunder peut avoir ces engrenages négatifs et qu'il va falloir essayer de les limiter ou en pourrir au moins suffisamment l'attaque adverse pour que l'équipe adverse soit à peu près au même niveau qu'eux, quoi. Et c'est ce qu'il y en a eu dans cette série. On a eu des matchs où les deux équipes étaient vraiment aux abois en train de chercher la moindre opportunité de point et où c'était hyper difficile. Et le Thunder aura sûrement ce genre de match encore dans cette campagne de playoff, quoi. Équipe de contre-attaque all-time. Hein. Moi, je Ouais. trouve que... Alors, on a vu des équipes de contre-attaque qui sont souvent menées par un joueur, en fait, qui génère de la contre-attaque par son playmaking. Eux, c'est pas le cas, c'est beaucoup plus collectif. Mais c'est une équipe que j'adore voir contre-attaquer, quoi. Ils ont une qualité de projection, ils sont tellement rapides tous. Ils vont tellement vite vers l'avant. C'est vraiment une super équipe de contre-attaque qui, en plus, a joué contre une équipe qui était plutôt une faible équipe de repli défensif. Et ça s'est bien vu dans le match 7 où ils étaient constamment débordés côté Denver. Ouais. Et peut-être un dernier point qui là n'est pas un point lié à la série, mais je trouve qu'il y a une bonne conclusion, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que malgré les difficultés qu'ils ont eues, c'est quand même un peu les grands gagnants de de Ouais, ces demi-finales de conférence, parce que les autres équipes à plus 60 victoires, dans les autres équipes qui étaient un peu à ce niveau all-time, bah, elles sont plus là, quoi. Et donc ça reste quand c'est même vrai. assez ouvert pour eux, et ils ont fait, je trouve, un pas assez conséquent vers le titre, malgré leurs difficultés. Et puis Donc ça, je trouve ça cool. je trouve que c'est une équipe qui définit bien la méta du jeu NBA de 2025. Et ils affrontaient une équipe et qui la masterise très bien. Et t'as un peu la sensation que toute équipe qui va vouloir jouer comme eux, elle va perdre en fait, parce que c'est ceux qui le font le mieux. Et ils jouaient la meilleure équipe qui ne joue pas ce jeu-là. Et du coup, je trouve qu'avant le début de la série, t'avais un peu un côté, bon, bah, on va voir si contre Denver, ça marche aussi. Parce qu'on sait que Denver, sur ce jeu qui a peut-être 3-4 ans d'âge, allez, 2-3 ans d'âge, pour le coup, c'est eux qui le font le mieux. C'est eux qui le font le mieux. Et je pense que OKC a abordé quand même cette série avec... je serais pas surpris que, tu vois, collectivement, ils se la soient un peu coché comme étant la big série des playoffs, tu vois. Se dire, ok, quand on va jouer Denver, on sait que c'est un style de jeu qui n'est pas le même que le nôtre, c'est une opposition de style. Et donc, il y a danger. Quand il y a opposition de style, il y a danger. Ce qu'ils ne devraient pas retrouver sur la suite des playoffs, pour le coup. Bah, disons que les Wolves leur ressemblent beaucoup plus Ouais, et qu'ils peuvent se dire on est les meilleurs dans ce registre-là. Je pense qu'une équipe contre qui ça aurait été marrant, c'était aussi les Rockets, parce que les Rockets, c'est ouais, un c'est peu vrai. une équipe semblable, mais avec encore moins de talent, enfin beaucoup moins de talent, je trouve. Et là, il y aurait eu un côté un peu, bon, c'est un peu le maître contre l'élève. Là, quand même, les Wolves, c'est un peu à mi-chemin. C'est un peu à mi-chemin, quoi. Tu vois d'autres trucs à dire là sur la série d'OKC? Une fois de plus, on renvoie aux deux podcasts, mais Ouais, on en a assez dit, je pense. On peut passer ouais, à la t'as suite. raison. On en a beaucoup parlé de cette série. Et du coup, on passe côté Wolves. Alors, on était un peu embêtés côté Wolves parce qu'ils ont affronté les Wolves au tour précédent, une équipe
qui était une équipe qui était totalement dépendante d'un joueur, comme, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une équipe, on en avait parlé pendant la saison régulière. Les Warriors ont tellement tout construit autour de Steph à la trade deadline qu'ils étaient devenus mais dépendants, presque à proprement parler, vu qu'ils sont fait éliminer, mais à la mort de Steph Curry. Et c'était un choix raisonnable qu'ont fait les Warriors de tout construire autour des qualités restantes de Steph. Mais du coup, forcément, moi à partir du moment où Steph s'est blessé, il y avait plus de série. Moi, j'ai arrêté de regarder, ouais. Comment T'as arrêté de J'ai arrêté de regarder, Mais clairement. tout s'est arrêté parce que pour le coup, tout était cassé côté Warriors. Tout ce qu'ils avaient préparé depuis 3 mois était cassé. Et d'ailleurs, on a vu des petits échanges par moment où un peu drôle de Edwards qui disait, je crois que c'est à Draymond Green ou à Butler, votre seul but c'est d'en prendre un pour que Steph soit là au match 5. Et vraiment, ils étaient là-dedans. Donc, c'est assez compliqué de débriefer cette série. Donc, on va peut-être plutôt s'appuyer sur ce qu'on a vu dans les 2 tours, pour le coup, parce qu'il y a presque plus d'enseignements, je pense, contre les Lakers que contre les Warriors. Mais peut-être, du coup, premier enseignement de ça, c'est que là où l'année dernière, ils étaient arrivés, on le savait bien, en finale de conférence, totalement cramax, là, ils arrivent complètement frais. C'est-à-dire, ils sont à la fois frais physiquement parce qu'ils ont joué que 10 matchs, mais ils sont aussi frais mentalement parce qu'ils n'ont pas du tout été challengés pour le coup dans les séries, et c'est des séries où assez rapidement ils ont compris que ça allait le faire, Donc ça c'est un premier enseignement. Attention avec ce qu'on avait vu l'année dernière, je pense qu'il y a très très peu d'enseignements à tirer de la finale de conférence de l'année dernière parce qu'ils étaient complètement cuits pour le coup. N'en reste que, il y a quand même 2-3 éléments qu'on peut tirer. Bon, le premier, vous les connaissez, mais c'est forcément à citer, c'est une équipe qui a une défense extérieure qui est all-time. Ils sont toujours aussi exceptionnels sur la défense extérieure et ils sont sur un style qui est assez différent d'OKC pour le coup. C'est un style beaucoup plus safe, il y a beaucoup moins de prise de risque et de tentatives d'interception, mais ils ont une telle qualité sur les joueurs individuellement qu'ils arrivent à faire en sorte de ne pas avoir trop besoin de faire des prises à 2, voire des prises à 2 off-ball, et en fait ils peuvent beaucoup faire confiance dans leurs défenseurs individuels. Si vous prenez le game 1 de la série contre les Warriors, vous voyez la défense sur Steph Curry, elle n'a rien à voir avec la défense des Rockets. Les Rockets, qui sont une défense collectivement très forte, impactaient Curry souvent avec 2-3 joueurs. Les Wolves, ils ne fonctionnent pas comme ça. Les Wolves, ils faisaient plutôt confiance à un joueur, et en s'appuyant sur un joueur, ils déstabilisaient pas complètement leur équilibre collectif. Bon, j'ai beau dire ça, ils ont perdu le premier match, le seul match où il y avait Curry, donc ça n'avait pas trop marché pour le coup. Mais voilà, ils ont cette capacité-là, et on avait vu au premier tour, face à un très fort joueur d'isolation, ce qu'ils vont retrouver avec Shai, mais ce qu'ils avaient vu au premier tour avec Luka Doncic, ils avaient carrément la maille pour défendre ce type d'attaque-là, avec Jaden McDaniels, mais pas qu'avec Jaden McDaniels, parce qu'ils ont un peu tout. Donc, tu es d'accord, Jérém, premier élément qu'on peut citer, on les connaît, mais la qualité de cette défense extérieure. Clairement. Il n'y a pas que ça en plus, donc c'est cool. Et il n'y a pas que ça, effectivement, c'était mon deuxième point. C'est dans des équipes qui, dans ces playoffs, manquent énormément d'adresse. On voit que la protection de la raquette est très très importante. Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'équipe la mieux armée de la NBA à l'intérieur ? Tu vois, je pense qu'on n'en est pas loin. Défensivement, je suis pas sûr. Moi, je trouve que... Parce que finalement, Nasrid, Randle, c'est des liens faibles. L'année dernière, je trouve que la force qu'il y avait, c'était quand même que Towns, c'était un joueur de 2-11 et que c'était quand même très pratique de faire du roaming avec un autre joueur de 2-11. Là, j'ai l'impression que c'est un peu moins fort. C'est pour ça aussi que leur défense est moins puissante, je trouve, qu'elle était l'année dernière. Je trouve que dans la configuration qu'ils ont depuis le début des playoffs, ils ont un truc très très fort par contre avec leur secteur intérieur. C'est une fois de plus dans des playoffs où les équipes manquent d'adresse extérieure. Le fait d'avoir Rudy Gobert leur fait quasiment systématiquement gagner la bataille des bigs. Parce qu'en fait, ça impose souvent à l'équipe adverse de sortir son grand et son joueur qui joue près du cercle. Et le truc, c'est que du coup, tu es souvent sur la deuxième rotation. Et que sur la deuxième rotation, eux, ça leur va bien. Ils enlèvent Rudy Gobert et ils ont Nasrid et Julius Randle. Et ils sont hyper dominants comme ça. C'est ce qu'on a vu contre les Lakers. Jackson Hayes ne pouvait pas jouer parce que Rudy Gobert protégeait trop bien le cercle. Donc Jackson Hayes sortait. Pas de problème pour Chris Finch. On sort Rudy Gobert pareil. Mais du coup, on met Nasrid et Julius Randle. Et là, ils sont extrêmement efficaces. Et on a vu la même chose contre les Warriors. Même s'il n'y avait pas Curry, il faut être prudent. Où Jackson Davis ne pouvait pas jouer. Ou Looney ne pouvait pas jouer parce qu'il y avait Gobert systématiquement sur le terrain. On peut pas le faire jouer, pas de souci. Et Julius Randle, Nasrid, et là ils peuvent jouer leur 5-out. Et ils sont super forts. Je trouve qu'en fait ils ont cette combinaison, tu vois, à 3 qui ressemble un peu à ce qu'ils avaient l'année dernière. Et c'est un équilibre attaque-défense.
mais qui leur fait un peu systématiquement gagner, tu vois, cette bataille intérieure. Et en tout cas, cette bataille des line-up. C'est toujours eux qui arrivent à imposer le line-up qu'ils veulent. Alors par contre, la différence, je trouve, entre les deux séries précédentes et celle-là, c'est que quand même, on était sur des rotations très faibles dans les deux séries précédentes au niveau intérieur, hein. C'est-à-dire que tu parles de Jackson Davis et de Jackson Hayes, mine de rien, on n'est quand même pas sur des joueurs majeurs. Là, je trouve que l'impact va être beaucoup plus grand parce que à la fois, tu as une équipe qui peut se planter à 3 points et qui aime bien jouer dans le jeu de mi-distance et vers le cercle, qui du coup est quand même ce que Rudy Gobert fait le mieux. Et dans le même temps, il a la capacité d'annuler des joueurs qui là pour le coup sont essentiels à l'équipe. C'est-à-dire, à mon avis, hein, tu vas pas le mettre sur Chet, tu vas essayer de le mettre plutôt Sur sur Hartenstein. Isaiah Hartenstein. Ouais. Et du coup, vu qu'Hartenstein ne peut pas jouer loin, écarté du cercle, autrement qu'en faisant du jeu de passe, ça va très bien à Rudy Gobert. Et là, son impact, à mon avis, ça va être le plus gros qu'il a eu depuis le début de ses playoffs. Ouais, et on reviendra dessus dans la match-up, mais effectivement, je pense que c'est un point, pour le coup, assez essentiel. Et dans ce qu'on a vu dans les deux premiers tours, effectivement, alors Jackson Hayes dehors, Julius Randle, en fait, s'est régalé de ces oppositions-là. Pourquoi ? Parce que, et c'est mon troisième point, Julius Randle est très en forme, parce que dans ces conditions où, pour le coup, les Wolves arrivent à imposer la line-up adverse, et bah Julius Randle, généralement, il n'y a personne qui arrive à lui répondre physiquement. Et c'est peut-être ce qu'il a en plus de Towns. Qui pour le coup, Towns est un meilleur basketteur que Julius Randle, mais un joueur qui a un jeu assez élégant, assez loin du cercle aussi, et qui du coup peut osciller entre des très bons matchs et des matchs un peu plus moyens. Julius Randle, normalement, a ça, mais ce qu'on a vu dans les deux premiers tours, c'est que ça soit face à Dorian Finney-Smith et Rui Hachimura, en fait, il était intestable en puissance, ou même face à LeBron James, hein, il était intestable en puissance, et on l'a vu aussi dans la demi-finale contre Draymond Green, où Draymond Green n'arrivait vraiment pas à le tenir sur la puissance. Et en fait, dans ce jeu où à chaque fois, c'est les Wolves qui imposent la line-up, et bah Julius Randle, il a toujours l'avantage physique. Toujours, pour Mm. l'instant. Et mine de rien, c'est peut-être un moins bon basketteur que Karl Anthony Towns, mais il est quand même beaucoup plus dynamique. Et je trouve que, et c'était un des éléments que j'avais avancé un peu dans l'article que j'avais fait juste avant les playoffs, c'est que il s'était vraiment pour le coup muet dans le jeu de cette équipe des Wolves et qu'il avait accepté d'arrêter C'est certaines vrai. choses et au contraire, il fait ce qu'on lui demande. Et je trouve que ça marche beaucoup mieux depuis. Et c'est là que les Wolves sont devenus un vrai contender dans cette conférence Ouest, quoi. Et je suis d'accord, et on voit que ça y est, c'est bon, c'est en place, parce que ça soit au premier ou au deuxième tour, j'ai trouvé que Julius Randle était pour le coup assez juste contre Mm. des défenses, même contre des défenses qui changeaient pas mal d'options. On a vu les Lakers alterner un peu entre l'indiv et la zone, même s'ils ont finalement pas fait tant de zones que ça, mais on a vu les Warriors aussi ressortir à la zone dans les deux derniers matchs pour le coup de la demi-finale. Et moi j'étais agréablement étonné par Julius Randle, que je voyais plutôt faire des bons choix, que je voyais surtout être patient et notamment accepter de n'être pas soit le scoreur soit le passeur en fait sur cette zone-là. Ce qui peut parfois être un peu son défaut contre les défenses qui se rétractent pour le coup. Voilà, je m'étais noté très impressionnant physiquement pour le coup sur les deux premiers tours. Et le dernier élément que je me suis noté, je trouve que sa relation avec Rudy Gobert est pas mal, mais moi je trouve vraiment que sa relation avec Nasrid, elle marche très très bien. Euh, Facile, hein. ouais, c'est plus facile, c'est un meilleur attaquant, c'est sûr. Mais je trouve qu'ils ont une vraie connexion tous les deux. Et notamment, ils ont un truc qui est fort, qui a très bien marché contre les Warriors, c'est qu'ils sont tout à fait capables d'alterner qui est à l'intérieur. Et ça, je pense que pour une défense, c'est assez rare et assez chiant. C'est que tu as des moments où c'est Julius Randle en fait qui prend la position et Nasrid qui joue plutôt à l'extérieur. Et tu as d'autres moments où c'est l'inverse. Notamment quand c'est la zone, on voit beaucoup plus Julius Randle un peu au périmètre parce qu'il profite un peu de son jeu de passe et Nasrid est plus proche du cercle. Et sur l'indiv, là où Julius Randle est très très fort pour imposer son physique, Nasrid est plus à l'extérieur parce que il est plus adroit sur le tir extérieur. Et ça marche super bien en fait, leur combinaison. Elle est un peu dépendante du fait que Rudy Gobert arrive à annuler le gros intérieur adverse parce que sinon ils sont un peu petits. Mais dans un contexte où ils arrivent à le faire, ça marche très bien et ça peut. En plus, ils peuvent le faire parce que finalement la protection de cercle, ils n'ont pas besoin d'être élites parce que les défenseurs extérieurs sont tellement bons, ils ralentissent tellement les attaquants que ça suffit quoi. Et moi toi tu l'avais un peu anticipé, tu en avais parlé dans ton article, mais j'avais peut-être pas vu à quel point en fait tout ça fit bien en fait. Tout ça fit très 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 bien depuis 2-3 mois. Et je vais pas revenir sur tout ce que je viens d'expliquer, mais c'est pour ça que ça a bien marché, pour le coup. Ouais. Mais peut-être qu'on peut dire un truc effectivement lié à Julius Randle, c'est que je pense qu'on avait tous pris pour acquis dans la période Towns que finalement cette équipe c'était devenue une équipe élite défensive, mais qu'offensivement elle avait quand même un plafond très bas, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière ils arrivent en playoff avec le 18e offensive rating. Si tu prends le moment à partir duquel ça a cliqué, donc autour de janvier,
Et les blessures ont un petit peu amputé ça, mais donc à partir du moment où ils reviennent tous les deux, Gobert et Randle, là on est sur une attaque qui sur la fin de saison est top 6. Et je trouve que finalement Randle, il avait des challenges, on avait parlé avant la saison en se disant ouais quand même ça va pas être évident de le faire rentrer là-dedans et que ça fonctionne. Et maintenant que ça fonctionne, en fait le plafond offensif de cette équipe a augmenté, et ce qui fait que même si défensivement ils sont un peu moins bons, ils sont je trouve beaucoup plus équilibrés, et c'est ce qui jusqu'ici les a amenés là. Maintenant, le challenge que va affronter, et je pense qu'on va en parler dans le point d'après, Julius Randle, c'est que défensivement, là, c'est tout autre chose qu'il va avoir en face que ce qu'il a eu dans les 2 tours d'avant. On est d'accord. Ce qui nous permet du coup de passer à la match-up. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur ces deux équipes et sur ce qu'on a vu dans les deux premiers tours? Non, je pense que là, j'ai entendu parler de la match-up et nous, je crois qu'on a envie d'en parler, donc je pense que Allez, c'est allons-y. parti. Vous connaissez la règle. On se fait un ping-pong avec Jérém sur ce qu'on veut voir dans la match-up, quels sont les sujets qu'on va regarder avec attention. Et écoute, je te laisse la main en premier. Quel est le premier sujet que tu vas regarder? Alors, juste un petit disclaimer, c'est que je me suis dit, je vais aller voir un peu ce qui s'est passé en saison régulière. Et en fait, un peu raté parce qu'il y avait énormément de blessés dans les Alors, affrontements qu'ils ont eus. moi, je fais ça. J'ai arrêté de faire ça. Parce que ça fait. L'année dernière, je l'avais un peu fait. Je l'ai un peu fait cette saison. Et en fait, c'est marrant. Hein. Non, Tu clairement. vois à quel point t'apprends rien et à quel point ça joue pas du tout Je pareil suis que d'accord. ce qui va se passer dans la série. C'est marrant. C'est ça. Mais au cas où, si on n'en parle pas, c'est que vraiment, il y avait pas, enfin, il manquait trop de gens. Si vous voyez les rotations dans ces matchs-là, il y a des joueurs que vous verrez pas de la série, clairement. Du coup, moi, le premier point, ça tourne autour d'Anthony Edwards. Et c'est de se dire, ok, sur la saison, quand ils se sont affrontés, il a eu du mal. Et moi, d'un point de vue théorique, ça me paraît logique que ce soit dur pour Edwards d'affronter cette équipe-là. Donc, est-ce que finalement, le Thunder, ils vont avoir besoin de faire du blitz comme d'autres équipes pour essayer de pousser Anthony Edwards à passer la balle et donc à responsabiliser les autres? Ou est-ce qu'ils peuvent se dire, avec la qualité des défenseurs qu'on a, finalement, on switch s'il faut et on est très bien comme ça? J'avoue que je sais pas, mais j'ai l'impression que ça peut être une série très compliquée pour Edwards parce qu'ils ont énormément d'options de couverture contre lui. Et toi, je sais pas ce que tu en penses pour commencer, Ah, mais pour juste moi, pour il vous y a donner zéro des doute. chiffres. Pour moi, il y a zéro doute. Faut le blitz. Mais j'explique après Toi, pourquoi. tu le blitz. Ah Ok, ouais, faut d'accord. le blitz. Ah oui, complètement, ouais. Sur les 4 matchs, parce que lui était là à chaque fois, il tourne à 36% au tir, 30% de loin, et son usage est plus faible que ce qu'il fait en saison régulière, ce qui est quand même, ce qui laisse supposer qu'il pourrait y avoir l'idée de le blitz. Mais Ah, vas-y, mais je te pour laisse y moi, aller. il faut pas hésiter une seconde, faut le blitz. Parce que, alors le blitz, ça, on rappelle ce que c'est, hein, c'est notamment quand vous ramenez un deuxième défenseur. C'est l'idée de sortir très très fort sur Edwards pour arrêter son dribble et donc forcer un peu le playmaking. On a eu des beaux mots qui ont été dits sur Anthony Edwards, notamment au premier tour sur son playmaking. C'est plutôt son shotmaking qui a été mis en évidence contre les Warriors, même s'il a été aussi pas mauvais sur le playmaking. Et pour moi, en fait, c'est totalement trompeur. C'est totalement trompeur parce que il avait une telle facilité à passer le premier rideau par le dribble qu'en fait, il arrivait pleine balle et il n'était pas gêné par la défense. Et donc, c'était facile pour lui de développer son playmaking. Moi, je trouve qu'effectivement, il a progressé au playmaking, mais ce n'est toujours pas élite, quoi. Tu n'es toujours pas sur un joueur qui, en fait, a une qualité de décision qui est très bonne. Et de toute façon, vu la qualité des défenseurs d'OKC, il sera obligé de jouer avec des écrans. Il va pas pouvoir les prendre en un div comme il peut le faire quand il cible Luka Doncic. En fait, t'as personne que tu peux cibler côté OKC. Donc il sera toujours face à un bon défenseur. Donc il aura besoin d'écrans. Et moi, je pense que Anthony Edwards, il est encore dans un truc où s'il y a des écrans, faut le blitz. Absolument, parce qu'en plus, tu peux vite être dans une situation où tu te retrouves avec McDaniels qui a la balle dans les mains et t'as tout à gagner à faire ça. Que lui, il peut quand même ralentir un peu le jeu. Edwards, il est très à l'aise si dès le début, il n'est pas gêné. Mais si tu arrives à le gêner dès le début, il a plus de mal. Et donc, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il aura du mal. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent, qu'il faut qu'ils blitz. Il y aura beaucoup d'écrans. Il ne va pas vouloir attaquer sur Dort, qui a un très mauvais profil pour lui. Et en plus, ok, si de toute façon, tiens, tu l'as bien vu, ils savent défendre qu'en full agressif et avec plein de risques. Donc, pour moi, ils vont faire ça. Non, moi je suis d'accord avec ça qu'il faut faire ça. Je voulais juste voir, effectivement, à ton avis, si tu te disais, bah en fait non, parce qu'ils ont tellement de profils qu'au final tu peux jouer en individuel et venir sur des aides beaucoup plus tardives, et en fait ça te va. Mais moi, il y a une autre raison qui fait aussi qu'il y a un intérêt à le blitz, c'est que souvent dans le schéma offensif des Wolves, quand il est blitz, il s'en remet à Julius Randle, qui est un peu le second créateur de l'équipe. Et je pense, et on y viendra après sur la question, c'est que Randall va vivre une série beaucoup plus compliquée dans la création, et que du coup, il y a moyen un peu de complètement friser l'attaque des Wolves en ayant ce type de schéma très agressif, quoi. Le seul truc que je trouve intéressant pour les Wolves sur cette dimension-là, c'est que moi j'ai été assez étonné dans ces playoffs de la capacité qu'ils ont eu à ne pas forcer le jeu sur Edwards.
et en fait à laisser un peu venir et à plutôt mobiliser Edwards à des moments où l'équipe en avait vraiment besoin, dans des moments un peu chauds. Et je trouve qu'il a une qualité que d'autres gros porteurs de balles n'ont pas, que par exemple Luka Doncic n'a pas. Paul en avait très très bien parlé d'ailleurs quand on avait parlé des Lakers. C'est que Anthony Edwards, il est capable de contourner le blitz par le dribble, parce qu'en fait il est tellement rapide que si tu le blitzes, il peut faire tout le tour et quand même attaquer le cercle. Alors tu peux pas le faire sur tout un match, parce que c'est pas possible, mais je pense que s'ils arrivent à continuer à être dans le truc qu'ils font depuis le début des playoffs, à savoir Edwards, en fait on le mobilise qu'à des moments où là on a vraiment besoin de points, il sera capable de faire ce contournement des blitz, tu vois. Enfin, il sera capable, je sais pas, parce que si c'est Caruso qui vient blitz, il y aura faute ou... C'est Lilian Thuram, quoi. Il y aura faute où il va prendre le ballon, mais le joueur ne passera pas, quoi. Pour le coup. Vous avez entendu, il est pas fan des Nuggets, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Caruso, Grande Rougador, incroyable sa série. Ouais. Mais ouais, ok, très bien. Est-ce que du coup tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou tu veux passer au Non, continent? là-dessus, moi j'ai un truc dans le prolongement, mais effectivement on peut rentrer un peu duel par duel, mais forcément mon premier sujet c'était la bataille des attaques de mi-terrain. Pour le coup, de manière un peu globale, c'est un petit peu large. Alors je vais peut-être donner un autre point qui me paraît très important. Je ne serais pas surpris qu'on ne voit pas énormément Hartenstein dans cette série, parce qu'à chaque fois qu'il y aura Hartenstein, il y aura Rudy Gobert. Et que le Thunder est une équipe de drive qui aime attaquer le cercle, et donc ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait Rudy Gobert sur le terrain. Et ils vont sans doute partir du principe que si Rudy Gobert n'est pas sur le terrain et que c'est Randle et Reed, que Chet Holmgren peut suffire en poste 5, pour le coup. Ok. Et donc je te dirais pourquoi j'ai un doute là-dessus. Alors je finis juste là-dessus, en tout cas il y aura des séquences comme ça, et sur ces séquences-là, forcément ce qui va être hyper intéressant, c'est le duel Randle-Holmgren, pour le coup. Parce que vu ce qu'on a vu de Minnesota depuis le début de ces playoffs, si à cette situation-là, ils vont faire confiance à Julius Randle pour aller attaquer Holmgren. Et Holmgren peut faire très très mal à Randle parce qu'il a la taille, et que le risque parfois, avec Julius Randle quand il joue face à un défenseur qui a la taille, c'est qu'il s'en remet un peu trop à son tir, pour le coup, et ça peut être un peu aléatoire, et Randle quand il subit son tir, parfois c'est un peu léger. Mais l'autre risque, c'est que Randle est tellement puissant qu'il peut vite faire monter les fautes d'Holmgren, et que OKC n'a aucun intérêt à ce que Holmgren prenne les fautes trop vite. Effectivement. C'est ça qui me gêne un peu, c'est que je suis d'accord avec toi sur la théorie de tu veux pas Gobert, donc il faut que tu fasses en sorte d'avoir un spacing maximum pour un peu le rendre moins viable, même s'il s'en sort plutôt très bien, hein, généralement au large, mais le rendre moins viable. Mais le problème, c'est que du coup, si t'as pas Hartenstein sur le terrain, ça veut dire que le duel avec Randle, il est avec Holmgren, et là du coup, Randle, il peut jouer son jeu de drive, il peut attaquer en face-up comme il aime le faire, alors que j'ai l'impression que si tu mets Hartenstein, c'est plus dur, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus tanké, et que l'option d'attaquer un peu du poste et de créer à partir du poste, on a vu avec Denver que ça allait être très très compliqué pour n'importe quel joueur à partir du moment où c'était quasiment mission impossible pour Nikola Jokic, quoi. Mais on a vu Julius Randle jouer beaucoup de face-up. Il a pas joué tant de post-up depuis le début des playoffs que ça. Par contre, il joue beaucoup de face-up. Et on a vu Jokic faire du face-up, pour le coup. Alors attention, hein, on va pas comparer Randle et Jokic. Hein. Jokic est infiniment meilleur. Mais le face-up marchait plutôt bien, pour le coup. C'est ça, pour Nikola Jokic. Ouais. Mais du coup, le truc, c'est que je me dis, si tu gardes un sur le terrain, tu regardes Holmgren dans ce rôle de rover. Ouais. Et donc, du coup, c'est cadeau pour, à moins que tu fasses jouer d'autres rotations. Mais je pense que l'autre joueur un peu évident dans ce duel-là, du coup, si tu veux jouer en small ball, c'est J-Dub. Mais là, pour le coup, il est quand même moins tanké. Et donc, je pense que pour Randle, en fait, ça reste un match-up relativement acceptable. Ouais, alors attention, hein, parce que J-Dub, moi il est impressionnant. On le voit faire des trucs en défense, il a tout, quoi. Il est costaud. Il y a Caruso aussi, hein. Il y a Caruso quand même, tu vois que... Non mais c'est une réalité, si tu regardes bien, qui a mis Degno sur Jokic dans le match 7, et il l'a plutôt bien fait, hein, c'est quand même Caruso, pour le coup. Oui. Je suis obligé de reconnaître que oui, effectivement, il lui a cassé la gueule. Tous les sens du terme. Je suis un peu sceptique, je te cache pas sur l'arbitrage au niveau de Donc ouais, effectivement, ça c'était un autre match-up que j'allais regarder avec attention. Moi, je serais quand même pas... Alors c'est vrai que Randle peut se retrouver sur Caruso pas mal, mais je pense vraiment que Randle, en fait... T'es un peu obligé de mettre Holmgren ou Hartenstein dessus. Jokic est très puissant et très adroit, mais il y a peut-être pas deux joueurs en NBA qui sont aussi puissants que Randle, tu vois. Et Caruso, s'il arrivait un peu sur la prise de position à faire chier Jokic et tout, Randle, vraiment, sur la puissance, il est extraordinaire, quoi.
C'est pour ça que pour moi, Ouais, ouais, c'est vrai. tu dois garder un touchdown dans la série. Et en fait, c'est un peu cette dualité de, OK, qu'est-ce que je choisis entre maximiser mon attaque et maximiser ma défense? Ça va être de toute façon pour les deux équipes un peu le jeu de cette série, quoi. Sachant que je suis pas étonné si OKC rentre dans un truc de se dire, écoutez, on va jouer du full défense. De toute façon, notre attaque sera suffisamment bonne pour être meilleure que la vôtre et on va jouer du full défense. Ce serait C'est pas ce qu'on fait le étonnant. mieux de toute façon. Hmm. Ouais, ça serait pas étonnant. Écoute, je te redonne la main. Ok. Bah moi, c'est le jeu des pertes de balles et il est surtout côté Minnesota. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que, bon, on a vu qu'effectivement, au KC, quand l'adversaire perd des ballons, il n'y a personne en NBA qui sait mieux l'exploiter qu'eux, hein. Tu parlais de leur attaque de transition qui est absolument exceptionnelle. Et le fait est que Minnesota, sur les équipes qui sont arrivées en playoff, était la quatrième pire sur la saison régulière en termes de nombre de ballons perdus. Et je trouve que cet élément aujourd'hui de prendre soin de la balle, il est de plus en plus important en NBA. Et j'en veux pour preuve, hein, hormis Minnesota qui est un peu passé outre ce truc-là, les trois autres équipes qui étaient en dessous ont été éliminées au premier tour. Et donc face à cette équipe du Thunder, moi j'ai un peu peur de cette tendance de Minnesota à avoir un playmaking plutôt moyen, parce que finalement ils n'ont aucun playmaker élite dans cette équipe. Et j'ai peur que face à une équipe du Thunder qui joue aussi bien le jeu des coupes enfin, le jeu des coupes de passe et qui est aussi agressif sur les porteurs de ballon, ce soit clairement un game changer dans la série de si Minnesota ils n'arrivent pas à contrôler les pertes de balles, ils vont se faire rouler dessus certains matchs, quoi. Je pense que de toute façon, on l'a un peu dit avant, mais le schéma évident pour OKC, c'est de partir sur une série full défensive pour justement vraiment bloquer la raquette à Anthony Edwards et se dire on va faire des interceptions, on va faire des contre-attaques et on va jouer un peu de jeu mi-distance et ça va marcher. Et effectivement, si Minnesota ne veut que ça ne rentre pas dans ce logique-là et dans ce logigramme-là, c'est hyper important pour eux de ne pas perdre de ballon. Il ne faut pas qu'ils perdent de ballon parce que au plus Minnesota perdra de ballon, au plus OKC va mettre des 5 défensifs et va se dire c'est pas grave, notre attaque, on va générer des runs avec de la contre-attaque. Et le problème, c'est que c'est hyper important contre OKC de les forcer à ne pas mettre tous leurs petits qui sont sur toutes les lignes là et tous leurs joueurs qui leur permet d'aider. En fait, quand tu joues contre OKC, t'as envie qu'Isaiah Joe joue, t'as envie que Aaron Wiggins joue, t'as pas envie de te taper 40 minutes de Caruso, Dort et Wallace qui sautent de partout sur toutes les lignes et qui génèrent de la contre-attaque. Et effectivement, ça, je pense que c'est un point assez important. Tu vois, ça m'inquiète un peu pour Minnesota, qui est censé avoir le joueur qui régule un peu tout ça avec Mike Conley. Mais Mike Conley, aujourd'hui, peut pas le faire plus que sur 15-20 minutes. Et le relais derrière Mike Conley, là, ça devient très light, quoi. Ça devient très, Mm. très light sur ce truc de la gestion des possessions. Après, c'est une équipe qui fait ça plutôt bien, quand même, Minnesota, pour le coup, hein. Et notamment qui aime bien poser le jeu. Ouais, c'est compliqué, hein. De toute façon, c'était... Ouais. Ouais, je suis pas hyper convaincu, Ouais, honnêtement. Je pense que c'est une de leurs faiblesses, justement. Donc, oui, ils peuvent bien le faire, mais pour bien le faire, du coup, il y a le sacrifice de surresponsabiliser Mike Conley. Et je crois que dans cette série-là, qui va être hyper physique, t'as pas trop envie, en fait. bah, il va exploser en vol, quoi. Il peut, Bah, il c'est peut le risque, qu'exploser hein. en vol. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ça va être C'est le plutôt risque. Dante DiVincenzo et Anthony Edwards qui vont devoir assumer ça. Et c'est un gros défi pour eux deux, quoi. Parce que pareil, je pense que enfin, il va y avoir le même calcul des deux côtés. Et en fait, c'est un peu nickel Alexander Walker qui va être souvent favorisé, à mon avis, dans la série, en se disant, on a un défenseur élite de plus et on va nous aussi essayer un peu de pourrir l'adversaire, quoi. Enfin, je pense que les deux équipes vont faire le même calcul et vont se rentrer dans qui a le plus de shotmaking derrière, quoi. On a vu au premier tour, hein, Memphis. Alors, Denver, c'est particulier. C'est une équipe extrêmement appliquée de mi-terrain. Tu l'avais dit avec Jamal Murray, qui prenait beaucoup de temps sur les pics, avec Nikola Jokic, et qui globalement est très attentive aux points clés dans une série. C'est leur expérience qui leur donne ça, et leur maturité qui leur donne ça. On l'avait vu contre Memphis au premier tour, hein, où ils avaient complètement explosé contre OKC là-dessus, où Ja Morant perdait énormément de ballons, était en grande difficulté. C'était pareil pour Desmond Bane, et pour le coup, ils avaient explosé Memphis là-dessus. Avec des joueurs qui sont pas élites sur cette dimension-là. Donc c'est D'ailleurs, sûr Memphis que faisait partie des équipes qui étaient en dessous des Wolves en termes, enfin, de perte de balles. C'est eux ils en d'accord, perdaient encore plus. Donc, ça faisait partie des trois équipes, ouais. d'accord. Moi j'ai un troisième point, c'est que va vouloir faire OKC sur les intérieurs de Minnesota, et est-ce que OKC va avoir envie que Rudy Gobert soit sur le terrain en attaque. Je pense qu'il y a un monde où en fait, je t'ai dit, OKC a peut-être aucun intérêt à ce que Rudy Gobert soit sur le terrain et donc ils vont l'enlever. Mais je me dis peut-être qu'OKC va faire un autre calcul qui est de se dire,
il faut qu'on ait une cible défensive pour défendre hyper agressif. Et donc en fait, ok, Rudy Gobert, il nous fait chier parce qu'il protège la raquette de dingue. Mais il est tellement négatif en attaque pour son équipe que c'est pas grave, on est ok qu'il soit sur le terrain. Parce que ça nous permet d'être encore plus agressif sur Anthony Edwards. Et donc on laisse Hartenstein. Comme ça, Gobert est sur le terrain et on est encore plus agressif sur Hartenstein. Et on a vu, hein, en tout cas, dans cette série, dans ces playoffs, que Rudy Gobert pouvait être un vrai problème de mi-terrain pour son équipe. À tel point que dans le match 5 contre les Lakers l'ont même complètement abandonné, tellement il était mauvais de mi-terrain sur les 4 premiers matchs. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, tu vois, pour le coup. D'autant que ça permet déjà défensivement de se dire si on met Holmgren dessus, il peut jouer son rôle de roamer parce que tu sais que Rudy en fait il va rester embusqué autour de la raquette et il va rien faire d'autre a priori. Hein. Et ça mine de rien, ça veut dire que tu tapes pas le duo Randle-Nasrid, qui du coup t'oblige normalement à avoir Chet Holmgren au large. Et on a vu du côté de Denver que c'était une partie de la stratégie qui avait permis dans le Game 6 de faire fonctionner beaucoup mieux Nikola Jokic, de dire on va mettre Holmgren de manière à ce qu'il switch et ensuite on va foutre le joueur sur lequel il est, soit dans les pics, soit au large. Donc c'est vrai que je pense que ça peut être un bon pari de garder Gobert sur le terrain, même si tu sais que ça va beaucoup te compliquer la vie de l'autre côté du terrain, quoi. Ouais, tout à fait. Et dans le cas où ça complique trop Minnesota, il jouerait donc small ball contre Hartenstein et Holmgren. Et là, il pourrait se faire avoir sur un autre élément clé si la série est très défensive, c'est les rebonds offensifs. Et ce qui pourrait leur faire du mal. Et sachant qu'on a déjà vu contre les Warriors qu'ils n'ont pas été très bons rebonds. Ils avaient été très bons contre les Lakers, mais qui étaient une équipe excessivement faible au rebond. Déjà contre les Warriors, c'était plus difficile. Et le Thunder, vu qu'il y a l'élément des pertes de balles sur lequel tu peux à peu près être sûr qu'ils vont gagner un peu la bataille des possessions sur le jeu des pertes de balles, si en plus il y a les rebonds offensifs sur lesquels ils sont dominants, là ça devient vachement compliqué de les jouer parce que ça leur donne encore des opportunités de transition, ça leur donne encore plus de secondes chances. Et je pense que ça fait une sorte de rouleau compresseur. À un moment donné, si tu as 10-15 possessions de moins sur la totalité d'un match, même avec des attaques qui sont plutôt faibles, tu es perdant, quoi. Et puis ça alimente une fois de plus les line-up défensifs d'OKC et donc la pression sur Edwards, ça te met encore plus dans la merde parce que bon, effectivement, si tu gagnes les pertes de balles et les rebonds offensifs, t'as même pas besoin d'avoir une bonne attaque en vrai. Ça suffit. Et ils ont réussi à gagner la bataille du rebond contre Denver à plusieurs reprises, alors que Denver, pour le coup, avec le duo, normalement, Gordon, enfin même le trio, le trio MPG, Gordon, Jokic, est particulièrement bonne dans le registre, quoi. Bon, après, ils étaient contre l'épaule gauche de Porter et contre la jambe droite de Gordon, quoi. Donc bon, ça compensait un peu. On est d'accord, mais bon. Ça compensait un peu pour le coup. Mais c'est dingue, hein. Vraiment, dans cette série, la bataille des line-up intérieurs, elle est totalement clé, quoi. Et tu vois, on est dans une série qu'on va beaucoup présenter par les extérieurs, naturellement, je pense. On va beaucoup se dire, tu vois, Shea contre Edwards, J-Dub, tu vois, contre je sais pas qui sont personne pour matcher, contre juste Randle, on va dire. Mais en réalité, je pense que cette série, elle se joue énormément sur les line-up intérieurs qui arrivent à imposer la line-up qu'il veut à l'intérieur face à l'équipe adverse pour savoir si c'est une série où tu mets des line-up du coup défensives ou un peu plus offensives, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. D'accord. On a beaucoup parlé des points positifs pour... non, c'est moi, je suis bête qui viens de donner un truc, c'est ton tour, pardon. Ouais. Moi, un des éléments que j'avais envie de voir, c'est que on a beaucoup parlé du coup de ce que OKC allait faire contre les Wolves, mais les Wolves ont des sacrés arguments en défense aussi. Et on avait vu l'année dernière que les Wolves contre les Nuggets, ils avaient fait un peu un choix inverse de celui d'OKC. Ils avaient dit, nous, on va pas se concentrer sur le meilleur joueur, on va se concentrer un peu, comme tu disais d'ailleurs dans le podcast, un peu sur la tête du serpent qui était Jamal Murray, et ils avaient fait de sa vie un enfer. Alors, Shai est beaucoup plus fort que Jamal Murray, mais est-ce que tu vas avoir à nouveau ce plan défensif où tu as une presse tout-terrain de malade dès que la balle est remise en jeu, ça va être trop bien. Ouais, ça va être trop bien, c'est ça. Ça va être trop bien. Et du coup, quel type de défense tu vas mettre en place sur SGA? Est-ce que tu vas essayer donc de l'user déjà en attaque, mais aussi du coup de passer toute la série à attaquer sur lui à répétition? Parce que finalement, c'est quand même lui le défenseur le plus faible, je pense, du 5 de départ d'OKC. Et que tu as moyen de les faire dérailler dans la mesure où on a vu que Chet et J-Dub, ils pouvaient passer à côté d'un certain nombre de matchs dans une série, quoi. On peut avoir une série, c'est peut-être ça le basket de demain, c'est peut-être la série que vous allez voir, le basket de demain en fait, c'est-à-dire hyper physique, hyper défensif, et en fait il se passe rien et on repart sur du basket des années 90. Ouais, c'est ça, welcome back au début des années 2000, quoi. Ah ouais, de ouf, mais avec des organisations tactiques bien plus pertinentes. Effectivement, moi c'était mon autre point, c'est
à quel point OKC va avoir du mal en attaque sur l'attaque demi-terrain. OKC doit générer de la contre-attaque parce que l'attaque demi-terrain peut vite être un enfer pour eux. Je sais pas s'ils vont faire de la presse tout-terrain. Ils vont le faire parce que je pense que ça fait partie de leur identité et que ça fait partie de leur truc de set the tone, tu vois. C'est un peu leur truc de on donne le ton, donc on presse tout-terrain. Donc je pense qu'ils vont le faire et que en plus, je suis d'accord avec toi que Shai Gilgeous-Alexander est un meilleur joueur que Jamal Murray, mais je suis pas sûr que ce soit un meilleur meneur de jeu que Jamal Murray. Il est quand même très grand, il n'a pas un dribble très rapide. Ok, il perdra peut-être pas 5 ballons sur McDaniels ou peut-être 8 comme on faisait Murray l'année dernière, ça je suis d'accord, mais ça va énormément ralentir la montée de balle. Ça c'est sûr que ça va énormément la ralentir. Et après, le truc c'est que sur l'attaque demi-terrain, Minnesota a tout. Minnesota a tout en fait pour défendre OKC. Ils ont la défense ils ont la décélération, ils peuvent faire décélérer les attaquants, ils ont la protection du cercle. Et ils sont même pas obligés, comme le faisait Denver, de laisser des 3 points. Parce que comme ils peuvent tenir les duels et derrière être couverts par Rudy, ils sont même pas obligés de laisser les 3 points. Et donc je pense que si jamais OKC génère pas beaucoup de contre-attaques, c'est une série qui va jouer sur le mi-distance, quoi. Qui va beaucoup se jouer sur le mi-distance parce que les Wolves vont chasser les 3 points, vont tout faire pour emmener les attaquants dans la raquette et pour qu'ils viennent se faire cueillir par Rudy. Et donc c'est une série où ils vont beaucoup jouer de mi-distance. Et il y a 2 joueurs côté AKC qui vont être beaucoup mobilisés là-dessus. C'est J-Dub, qu'on a vu toute la saison être beaucoup mobilisé là-dessus. Et ça n'a pas si bien marché que ça. Et on a vu Shai, qui est un peu sur courant alternatif sur son jeu mi-distance dans ses playoffs. Il y a des moments, c'est génial. Des moments, ça l'est moins. Sur courant alternatif, en étant défendu par Jamal Murray, pas par Jaden McDaniels. C'est ça. Et en plus, même sur du coup, le jeu à mi-distance, le fait d'avoir Rudy en drop, c'est quand même, je pense, aujourd'hui, le meilleur joueur pour te Bien limiter sûr. en NBA à mi-distance sur les séquences de drop. Parce qu'en plus, il sait que quand il y a McDaniel sur le terrain avec lui, il peut prendre un peu le risque de sortir parce que l'autre, il t'apporte quand même une forme de protection de second rideau au cas où s'il vient te chasser. Donc en fait, ouais, ils sont assez libres de jouer tout type de schéma tant que Rudy Gobert est là. Et en plus, avec la qualité des défenseurs extérieurs dont on parlait, je pense qu'ils en ont moins que le Thunder. Par contre, ceux qu'ils ont, ils sont assez impressionnants, quoi. Tu vois, autant si la série vire très très défensif, typé perte de balle, OKC peut imposer vachement son line-up défensif et en fait ça se joue là-dessus. Je le vois bien pour OKC. Par contre, si les Wolves arrivent à faire en sorte que c'est une série un peu clean, sans trop de perte de balles, et auquel cas c'est une bataille de mi-terrain un peu plus tactique, et donc Degno est obligé de mettre un peu plus d'Aaron Wiggins, un peu plus d'Isaiah Joe. Moi j'ai l'impression que les Wolves à ce jeu-là, ils ont plus d'arguments qu'OKC, tu vois. Enfin, plus Ouais, d'arguments. Faut faire gaffe, parce qu'en fait, il n'y a qu'une équipe qui a plus d'arguments qu'OKC, mais ils sont capables de le faire. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais par contre, il ouais. faut ce scénario-là. L'autre scénario, ça marchera J'ai jamais. j'ai du mal à y croire, tu vois, cette série propre, vu Ouais, je suis un peu d'accord. les deux équipes et vu les limites en fait des ball handlers. C'est-à-dire que effectivement, comme tu dis, il y a pas de ce meneur un peu général dans les deux équipes. Et du coup, vu que c'est Edwards qui va beaucoup être responsabilisé, j'ai du mal à voir ce scénario-là. Toujours est-il que on a appris que bah ouais, le Thunder, ils n'étaient pas implacables offensivement et que tu peux arriver à pourrir la série et à en ressortir vainqueur si tu as un peu de shot making ou que tu as une bonne séquence que tu arrives à exploiter. Et là-dessus, tu as des joueurs qui peuvent te le permettre, notamment Nasrid, je trouve, qui est vraiment le joueur typique Bien là-dedans sûr. de je t'offre une séquence, par exemple, en début de quatrième quart-temps, et tu te mets dans une bonne position, et après, il faut juste que bah, tu pourrisses la série aussi bien que, enfin, la fin de match aussi bien que le Thunder le fera, quoi. Et ils ont un closer de dingue. Enfin, sur ce qu'on voit depuis 2 ans. Alors, je suis d'accord, toi, tu vas me dire l'opposition était faible jusqu'à présent. Ouais, Mais ils ont un très bon closer. Peut-être pas un closer de dingue, mais ils ont un très bon closer de match avec Anthony Edwards. Qui, moi, je trouve, a montré un peu plus que Shai là-dessus. En tout cas. ouais, j'ai du mal à me baser sur la série par exemple, du premier tour. Je veux dire, les Lakers, on en avait parlé, moi j'avais du mal à croire que leur défense affichée en saison régulière, elle était réelle. Et en fait, on avait vu qu'il y avait il y avait trop de joueurs faibles défensivement. Donc oui, tu peux être un bon closer quand c'est facile de passer l'épaule et d'être devant. Mais là, ça va pas être la même chose. Et puis en plus, ouais, on a vu que le Thunder n'hésitait pas à faire 8 ou 9 fautes hein, dans le carton s'il fallait. Donc bon. Ouais, un peu des dingues. Mais c'est sûr que, pour revenir sur ce qu'on disait, c'est sûr qu'une des clés de cette série, c'est vraiment les pertes de balles. Faut absolument, absolument, absolument que les Wolves trouvent un moyen de ne pas générer de la perte de balles. Ça bougera tout le reste. Pour le coup. Est-ce que tu avais d'autres points, toi, dans cette match-up que tu voulais voir? Non, moi j'ai juste une petite question, c'est est-ce que du coup les Wolves vont se dire, alors qu'ils en jouent pas, putain, on va tenter de la zone Ouais, je pense pas. contre le Thunder, ou est-ce que non finalement, vu que maintenant ils maîtrisent le truc, on n'y va pas, et puis de toute façon c'est pas notre jeu. Toi tu penses pas? Non, je pense pas. En fait, la zone, si, peut-être qu'ils en sortiront une à un moment donné pour casser un peu leur attaque, mais
En fait, quand tu es sûr de ton homme à homme, c'est vachement plus fiable qu'une zone, malgré tout, tu vois. Et eux, ils sont hyper sûrs de leur homme à homme. Et je vois pas pourquoi elle pourrait être dérangée, en fait, dans cette série. Il y a pas trop d'arguments qui me font me dire que leur zone, elle va péter. Leur défense, elle va peut-être péter sur de la contre-attaque, sur de la perte de balles, mais demi-terrain, je vois pas pourquoi elle tiendrait pas, tu vois. Parce que je me dis, est-ce que tu vas pas vouloir à un moment donné chercher des line-up plus offensifs où tu vas faire jouer en même temps, par exemple, Conley, Naz Reid et Julius Randle, et où tu te dis, bah finalement, on a vu avec Denver que c'était une bonne solution de repli quand tu as moins de profils défensifs à aligner en même temps, quoi. Ouais, mais même dans ces profils-là, ils auront du Edwards et du McDaniels, tu vois, donc ils vont être attaqués par qui, je sais pas trop. C'est pas non plus comme si OKC en fait avait. Moi je trouve que OKC D'accord. demi-terrain, c'est pas une équipe qui a 15 000 arguments non plus quoi. Enfin, ils ont J-Dub et Shai, et ça se limite un peu à ça. Après, c'est du drive and kick. Et si ça rentre à 3 points, Ouais. ben ils enchaînent. Mais bon, c'est surtout leur défense qui leur permet de générer vachement de bonnes Ouais, attaques clairement, bien sûr, bien sûr. pour Mais le coup bon, quoi. pour moi, c'est un truc à garder tu sais, dans la tête, en mode, on a vu que ça marchait dans la série d'avant, est-ce qu'on va pas le Est-ce tenter qu'ils le aussi? retentent, ouais. Ouais. Ouais, est-ce qu'ils le Ouais. retentent effectivement. Effectivement, ça sera à voir. Il y a un dernier élément que je voulais juste noter côté Wolves, c'est qu'ils ont Mm. montré, tu l'as un peu dit là, mais ils ont montré leur capacité à avoir des line-up où il n'y a pas trop de joueurs à cibler. Et je pense que contre Casey, ça sera un point important. J'ai pas l'impression que c'était le cas l'année dernière. McDaniels, en tout cas, a montré sur les 2 premiers tours qu'il est devenu difficile à cibler défensivement. C'est-à-dire se dire, je laisse un peu McDaniels, je veux qu'il ait la balle en main parce qu'il va foirer le truc. Pour l'instant, ce qu'on voit sur ses playoffs, il a été très bon contre les Lakers en étant très agressif, mais il a aussi été bon contre les Warriors pour le coup, avec des défenses bien moins fortes. Mais je parle vraiment, tu vois, si tu veux faire une forme d'impasse, tu vois, pour mettre beaucoup de pression. Ce que je veux dire par là, dans le prolongement de ce que je veux dire par là, c'est que si jamais OKC fait le choix de mettre énormément de pression sur Edwards, les Wolves, ils ont l'option de mettre un 5, tu viens un peu de le dire avant, mais de mettre un 5 qui donnera de l'air à Edwards. S'ils mettent le Oui, c'est 5, ça. tu vois, DiVincenzo, Edwards, McDaniels, Reed Randle, il n'avait pas l'année dernière ce truc-là. Et ben là, Edwards, il aura de l'espace. Et l'année dernière, il n'avait pas C'est cet ça. argument-là pour le coup. Mais par contre, la contrepartie, c'est que tu risques pour le coup de te faire tuer de l'autre côté, quoi. Tu risques de Enfin, en tout souffrir un cas, peu. ouais. Mais tu es, je sais Shai, pas. là, du Hein. coup, Tu es, je sais pas, tu vois. T'auras toujours DiVincenzo, quand même, McDaniels et Edwards, quoi, sur le terrain. ouais, DiVincenzo, ça va, mais c'est pas. Je veux dire, pour Shai, c'est un joueur clairement que tu peux cibler, quoi. Attends, et moi, j'ai vu Shai galérer contre Jamal Murray. Hein. Donc, à un moment donné, Jamal Murray il est catastrophique en défense. Ouais. Parce qu'il y avait énormément de stunts, etc., quoi. Mais, Oui, mais tu défendras comme ça. Ah, mais non, mais sur ces oui, séquences-là, tu potentiellement, défendras comme ça. potentiellement. Avec des stunts, tu laisseras des tirs à Potentiellement, ouais. 3 points et puis t'espéras que ça rentre pas dedans. Même ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Et ça, pour le coup, c'est clair que contre eux, c'est espérer que ça rentre pas à 3 points, ça reste quand même une valeur sûre, quoi. Oui, parce que ça fait 2 ans que ça rentre pas dans les séries un peu difficiles, Ouais. donc ça a l'air de fonctionner. Hein, on renvoie à ce qu'on a toujours dit sur OKC, ils ont des joueurs très polyvalents, donc si t'as des joueurs très polyvalents, tu mets pas des spécialistes du 3 points, et quand tu subis le 3 points, malheureusement, ça peut commencer à te rentrer un petit peu dans la tête. Jérém, on passe au dernier span, le prono. Alors, si les Wolves gagnent cette série, c'est pourquoi? Les Wolves gagnent cette série, pour moi, c'est un peu un scénario à la série d'avant où les options autour de Shai s'effondrent tout en ayant la possibilité de bien mieux défendre sur Shai que ce que tu l'avais côté Denver. Et du coup, si toi, tu t'en sors un peu mieux de l'autre côté du terrain, notamment en jouant bien sur tes line-up offensives, bah écoute, t'arrives sur une série qui, à mon avis, sera longue dans tous les cas, mais tu peux essayer de faire ce que Denver n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire prendre le septième ou prendre au sixième, tu vois. Et je pense que Minnesota doit gagner allez, à l'extérieur au début pour se donner un peu d'air et maximiser ses chances. Mais s'ils arrivent à faire ça au début de la série et à piéger un peu le Thunder, écoute, ils arrivent en finale de conférence, à mon avis, aussi frais, voire plus frais qu'eux. Ce qui sera peut-être une première pour eux. Et du coup, pour moi, ça peut se jouer là-dessus, quoi. Je pense que si c'est une série normale, de toute façon, c'est OKC qui gagne. Donc il faut que cette série soit un peu anormale pour que les Wolves l'emportent. On l'avait dit, on l'avait dit, non, j'étais tout seul à faire la preview. Je l'avais dit dans la série entre OKC et Denver, le premier match est hyper important parce que ça t'assure presque une série longue de gagner le premier match. Et contre cette Mm. équipe d'OKC, c'est important. Je pense que l'élément clé pour les Wolves, s'ils veulent avoir une chance, c'est que le jeu se passe demi-terrain et sans perte de balle. C'est absolument essentiel pour eux. Parce qu'autant ils ont des arguments si tout s'arrête, mais si tout s'enflamme un peu, ils n'arriveront pas à suivre. Ils n'ont pas les arguments pour suivre. Et donc, il y a peut-être un monde où il y a une série où ils prennent 2 blowouts, mais ils gagnent 4 matchs. Tu vois.
Ouais, bah ouais. Un peu comme ce qu'a fait Denver, en fait, où ils étaient pas loin, ils ont quand même 2 blowouts en 4 matchs perdus. Ils ont moins de 10 de night rating et pourtant ils vont au 7, donc c'est clair que. Exactement, exactement. À l'inverse, si OKC gagne, Bah, c'est pourquoi? à l'inverse, c'est ce que tu viens de dire, hein. Ils arrivent à faire dérailler l'attaque des Wolves, à générer beaucoup de pertes de balles. Là, ça devient du jeu de transition à gogo. Et même si les Wolves répondent un peu de ce point de vue-là, ils sont tellement moins bons dans le registre, ils ont tellement de joueurs moins efficaces dans ce schéma de jeu-là que le Thunder s'en sortira plutôt tranquillement et arrivera à gérer sa série en 5 ou 6 matchs, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. On revient sur cet élément-là, mais dans l'élément inverse, qui serait la normalité de cette série, dans l'élément inverse qui serait la normalité de cette série, ça rendrait la série assez facile pour OKC. En fait, OKC assez rapidement peut mettre en place des line-up très défensifs, se concentre pas trop sur son attaque de mi-terrain où Shai permet de maintenir un peu, mais par contre il génère de la contre-attaque de dingue et ils défendent très très bien. Et en fait, Minnesota a du mal à avoir un offensive rating qui dépasse les 100, tu vois, les 100 ouais, par là, Mm. tu vois. Et en fait, c'est trop impactant pour eux. Et du coup, ton vrai prono, c'est quoi? En vrai, prendre, écoute, je vais suivre un peu ce que je me suis toute la campagne de playoffs, c'est que je vois pas OKC perdre. Donc, ce sera peut-être moche. Franchement, je pense qu'on va avoir une série un peu all-time défensivement, surtout pour la conférence Ouest, où d'habitude il y a quand même des attaques de très haut niveau. Là, je pense qu'on va avoir une série, ça va vraiment être de la sueur et du sang, mais je vois le Thunder l'emporter en 6 matchs. Je dis pas que les Wolves n'ont pas les moyens de le faire, et c'est pas un manque de respect pour ces Wolves qui, pour moi, sont hyper effrayants. Mais en fait, ils vont jouer un peu le jeu du Thunder, et j'ai l'impression qu'en NBA, personne bat le Thunder à ce jeu-là. Sauf si le Thunder déraille tout seul, en fait, hein. Sauf si les joueurs se mettent à rater des tirs ouverts à gogo, etc. Donc, ouais, je mets 4-2. Moi, je vais partir du principe que OKC a en plus appris contre Denver, notamment dans la gestion de temps fort, temps faible, parce que je pense qu'ils se sont fait quand même un peu peur. Et qui vont être un poil plus rigoureux, se donner un peu moins de liberté dans l'attaque de mi-terrain, etc., etc. Un peu comme ils ont fait au match 7 en fait, hein, pour le coup. Et je vois plutôt OKC l'emporter 4-1 contre les Wolves. 4-1, ok. Ouais, moi je pense que ça peut aller assez vite. J'adorerais que les Wolves gagnent. Parce que sachez que maintenant je suis un Nick Booker, je suis fan des Knicks, et que le seul scénario où il l'emporte, c'est si il y a Minnesota en finale. Ouais, non, blague à part. Je pense que ça va le faire tranquille pour OKC. Mais bon, je pensais pareil contre Denver et ça l'a pas fait tranquille, hein. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que la Donc, série contre Denver nous a appris qu'ils étaient clairement pas encore arrivés à ce truc où ils sont intouchables et ils roulent sur la conférence, ouais, c'est clair. je pense que, je C'est pense clair. que l'angle, on va dire, allez, un peu analytique autour d'OKC et un peu trop rationnel te pousse en fait constamment à les voir vachement en avance sur les autres, quoi, parce qu'ils ont tellement Mm. d'arguments, ils sont tellement forts sur des trucs clés. Voilà, c'est une équipe all-time, hein, on l'a déjà dit. Enfin, s'ils sont champions, c'est vraiment une équipe all-time, hein, pour le coup. Donc voilà, ça me paraît C'est ça me ça. paraît tourner comme ça. Alors moi j'ai quand même une question, c'est Ouais, est-ce que tu crois qu'ils ont oublié le MVP ou ils vont lui donner à un moment donné à Shai j'ai pas compris. Je me demande, bah, en fait, genre en le vrai, trophée de MVP il arrive un jour ou je me demande si ça a pas été moi, je me suis posé la question si ça avait pas été une demande des équipes. En vrai. À un Ah moment ouais, tu donné. crois? Non, mais en fait, je pensais pas au début de la série, mais notamment dans la deuxième partie de la série. Parce que les Ils matchs ils 5, avaient 6, peur. 7 sont allés hyper vite. Non, mais tu le donnes à quel moment à Shai, tu vois, est-ce que Shai il te dit OK pour recevoir le trophée de MVP quand la veille il a joué et que le lendemain il joue le match 7, tu vois, c'est compliqué quand même. Ah, tu le reçois avant le match de toute façon, non? Ouais, mais il faut quand même que tu sois dans ton truc. Enfin, là, tu joues un moment important. C'est plus facile à Bah, donner sur un début de série que sur un match clairement. contre un match 6 et un match 7, quoi, tu vois. Moi, ça aurait été trop bien qu'il donne au début du game set, je trouve que ça aurait donné un petit peu de Oui, piment, mais ouais. mais je suis d'accord, Jérémy, mais c'est pas la WWE là. Pour le coup, tu vois. Ça met un peu de pression à l'adversaire, c'est pas mal, quoi. Ça n'aurait pas marché malgré tout. Non, je crois pas. Non, mais du coup, on l'a pas eu aujourd'hui, donc ça corrobore pas ce que je suis en train de te dire. Parce qu'on aurait pu l'avoir aujourd'hui, on l'a pas eu aujourd'hui. Non, mais ça sera Shai le MVP, je pense qu'on est à peu près Ah sûr bah oui, de je ça. pense, oui, oui, je pense, oui, oui. Mais ce serait. Moi, je dis, il donne son MVP, oui, clairement, je pense que là... Mais donnez-le, quoi, donnez-le, juste. Au bout d'un moment. Mais c'est drôle, en tout cas, que ça prenne autant de temps, parce que les autres trophées, là, ça fait quand même 2 semaines qu'ils ont tous été donnés, donc Ouais, bon, c'est vrai, pas c'est vrai. ridicule. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ben, en tout cas, on a hâte. Moi, j'ai vraiment hâte de voir cette série. Je pense va être sur un style hyper physique. Ça va changer de ce qu'on a vu ces dernières années. Ça va être fun, je pense. Et on a vu beaucoup d'opposition de style en plus dans ces playoffs. Là, ce sera pas le cas. Ce sera deux styles un peu similaires. Et en tout cas, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.